Dans ce nouvel épisode de Confidences de thérapeute, j'ai eu le plaisir d'interviewer Éric Bardot, qui est psychiatre, psychothérapeute. C'est le fondateur, vous savez, de la thérapie du lien et des mondes relationnels, la TLMR, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo sur cette chaîne. Et quoi de mieux pour se faire une bonne représentation d'une approche thérapeutique que d'aller à la rencontre directe de son fondateur. Donc je vous laisse tout de suite en la compagnie d'Éric Bardot. Ce qui m'a conduit au métier de thérapeute, c'est clairement mon histoire familiale. L'aîné de cet enfant, issu de deux parents, quand ils se rencontrent, en fait, ce que j'aime me rendre compte, c'est qu'il y a l'amour, mais l'amour englobé dans le trauma du deuil impossible et de l'effondrement de leur histoire. Avec d'un côté un père qui va être dans l'indifférence, voilà, dans le détachement-indifférence, si je parle en termes d'attachement, donc désaffectivé, anesthésie émotionnelle. Et de l'autre, ma mère qui va, elle, alterner entre la protestation, le désespoir et le psychosomatique. Ma mère, jeune mère, et partant de la région parisienne, emmenée par son mari dans une fonderie des Ardennes. C'est là où va se construire déjà les mondes relationnels. C'est qu'à l'époque, le directeur de la fonderie vivait dans la fonderie. Il y avait la maison du directeur. Donc, imagine, les Ardennes, frontière belge, au bout de nulle part. Elle va déprimer et donc je naît dans la dépression maternelle, avec un retard de croissance intra-utérin, donc déjà impacté dans la lutte entre la vie et la mort. Et je sais que c'est difficile à comprendre, mais la maison était un environnement clos. Et l'espace de la fonderie qui était dans la ville, c'était une rue de 800 mètres à peine. Et cet espace-là créait un monde, et je me rappelle même tellement, que de sortir... C'était changement de couleur, c'était le changement. C'est-à-dire que j'avais l'impression de plonger dans l'inconnu, alors que c'était le boulevard d'à côté. Et donc, c'était un univers clos. Et donc, on vivait dans un univers clos, dans un univers clos. Donc, l'univers de la maison dans l'univers de la fonderie. Petite anecdote intéressante avec la fonderie. Quand j'ai entendu parler de résilience en psychothérapie, mais la résilience, c'est un mot que je connaissais déjà. Parce que la résilience, dans le monde des matériaux, elle a été conceptualisée, je sais plus comment s'appelle l'auteur dans les années 28, la résilience, c'est ce qui qualifiait la résistance des matériaux. Sauf que là où c'est intéressant, c'est que la fonte, si elle est pure, c'est du fer, du carbone, elle casse. Et donc il faut mettre dedans une impureté. Dans la fonderie de mon père, c'était du magnésium. Pourquoi ? Parce que l'impureté va cristalliser le carbone et le transformer en graphite sphéroïdal. Donc il va prendre une architecture, et c'est cette architecture qui va créer la résistance. Donc c'est pas la pureté. C'est l'impureté dans la pureté qui va créer une modification structurelle qui va permettre la résistance. Si je fais l'analogie avec l'attachement, c'est pas l'attachement sécure qui est le plus résistant. C'est quand il y a une expérience d'insécure dans le sécure. Et puis après, dans l'histoire familiale, malheureusement, à l'intérieur de ça, il y a eu tout un vécu de la part du grand-père d'abus, qui est venu aggraver. Donc, un trauma sur des traumas. Et donc, tout était saturé et envahi. L'autre aspect très important, c'est comme mes parents ont projeté sur leur fils aîné l'idéal familial, ça m'a mis en position de parentification, c'est-à-dire de chef de famille. Et avec la conscience très tôt que j'étais le gardien, en quelque sorte, de la cohésion familiale. Et quand je suis rentré à l'école, le problème est que le milieu scolaire a été un milieu scolaire dans lequel ça n'a pas arrangé les choses non plus. J'ai été maintes fois confronté à de la violence à mon égard. Il y a trois grandes choses qui m'ont permis de traverser. Je vais le découvrir après. C'est la pratique de l'hypnose. D'ailleurs, j'avais une technique particulière, c'est que ce que j'aimais le plus, c'est de me mettre en transe dans le bain sous l'eau. L'autre aspect, c'est évidemment les livres et les lectures. Et puis, je suis tombé sur un livre. Alors, pourquoi ce livre était-il dans la bibliothèque ? Parce que mon père, qui venait du milieu ouvrier, voulait absolument avoir un vernis culturel. Et là, j'ai découvert un livre qui s'appelle « Le manuel de l'étudiant magnétiseur du baron Dupotet ». Quand j'ai lu ça, à la fois, il y a une partie de moi qui savait que ce qui était dedans correspondait aux expériences que je pouvais faire, et à la fois, j'ai eu l'impression d'ouvrir un livre interdit. Et donc, j'ai eu tellement peur que je l'ai refermé, je l'ai remis dans la bibliothèque. J'ai toujours su ce qui se passait entre mon grand-père et mes sœurs, sans avoir réellement vu. Mais par contre, je pouvais le revivre la nuit dans les rêves en cauchemar. Et ce qui est étrange, aujourd'hui je peux le dire, c'est qu'il était d'une violence extrême à mon égard,
Il me disqualifiait vis-à-vis de mes parents. C'est-à-dire qu'il savait que je savais. Alors que ça n'a jamais été dit. Et le troisième point, tu vas voir pourquoi. Les mondes traumatiques, c'est quand même quelque chose dont j'ai une expérience depuis longtemps. Comme, tu vois, moi, j'avais rien vécu en apparence. Bah, c'est pas moi, je pouvais pas être victime, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé en position de chef de famille au centre avec les 3 faisceaux de disqualification, en fait, de ce que je pouvais vivre intérieurement. J'arrive en terminale, mon père veut que je devienne chef d'entreprise. Et là, je lui dis non, je dis, ouais, je vais faire médecine. En fait, ce que je peux dire, d'ailleurs, c'est maintenant devenu la maxime de l'Institut, c'est en fait que ce qui m'intéressait, c'est comment construire un monde relationnel sain. Et on a rajouté porteur de sens. Car évidemment, toutes les informations étaient brouillées. Et que c'est comment survivre dans un environnement où les informations sont brouillées. Et où tu perçois qu'il y a une intention d'amour, sauf que dans le résultat, c'est pas ça qui se passe. Et alors, quand j'ai fait mon premier stage de psychiatrie, ça a été encore un moment très fondateur. J'étais dans un service, dans un hôpital de psychiatrie, je peux le dire, à Pontpiétin à l'époque, donc près de Blain, qui était à l'époque un hôpital-village au milieu de la forêt du Gave. Et en fait, j'y connaissais rien, moi, la psychiatrie. Tu vois, j'arrivais là, et puis en plus de ça, pendant la période où j'étais, ils ont même pas eu la décence de tomber malade pour que je mette des médicaments que je pouvais connaître. Enfin, très peu. Et un jour, il y a un patient psychotique, un schizophrène qui vient, qui s'assoit à côté de moi, avec son pressbook. Et son pressbook décrivait, il avait collectionné les articles de journaux qui décrivaient ses meurtres. C'est-à-dire qu'il avait tué sa famille, et puis je sais plus quoi, et la vache, je crois, ou quelque chose comme ça, avec un marteau de tapissier, quelque chose de monstrueux, quoi. Et il se met à me décrire les choses. Ce qui est intéressant, c'est que, habituellement, quand il me sortait son pressbook, pour les infirmiers, donc pour les psys, c'était signe qu'il allait décompenser. Donc, on augmentait les doses de neuroleptiques. Et là, je me suis trouvé en train de me battre pour convaincre le psychiatre et l'équipe que son intention, elle était de m'aider, pas de décompenser. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai proposé aux infirmiers et aux infirmières de faire des réunions tous les 15 jours. Une réunion de 2 heures, où on pouvait changer sans avoir de prétention plus que ça. Et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, un jour, il y a la surveillante qui vient me voir et qui me dit « Bardot, vous êtes attendu chez la chef de service, donc médecin-chef, à midi, parce qu'elle veut vous voir. » Et je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?» Je frappe, j'ouvre la porte, et là, elle me reçoit avec un grand sourire, et elle me dit « Bardot, expliquez-moi comment vous faites ça, un miracle comme vous faites dans ce pavillon. » Et elle me dit, oui, le surveillant qui fuyait revient, les infirmiers ont l'air mieux, les patients sont plus calmes, qu'est-ce que vous faites? Et voilà, je faisais rien. Moi, je m'accrochais à une chaise. Et je faisais des réunions pour survivre. Elle prend un livre dans la bibliothèque, et elle me dit, bon, ce livre, je sais que j'en ferai jamais rien, mais je suis sûr que vous serez capable d'en faire quelque chose. C'est Nœud de Donald Lang, le pape de l'antipsychiatrie. Je suis parti en libéral, et c'est à ce moment-là que j'ai osé franchir ce qui tournait dans ma tête depuis des années, la porte de l'Institut Milton Erickson de Paris. Parce que je savais que si j'officialisais l'hypnose, quelque part, j'actais une marginalité dans le monde psy de l'époque. J'ai rencontré là encore un psychiatre dans la formation qui m'a dit « Eric, l'hypnose c'est bien, mais pour faire de la thérapie, va d'en voir du côté des thérapies systémiques. » Et j'ai compris, alors en plus avec l'orienté solution, tu vois, j'ai compris que là, il y avait d'abord une première chose, c'est, ben oui, que le principe du vivant, c'est d'abord une vision systémique. Mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi Freud freine sur la relation, aux portes de la relation, qu'est-ce qu'il fait? Là où Ferenczi y va. Qu'est-ce qui fait que Bateson écrit La peur des anges? Qu'est-ce qui fait que Von Foster dit « Je rêve d'une systémique intégrale et franchis pas la porte ?» Mais à chaque fois, on tombe sur le même problème, c'est que si on rentre dans le relationnel, la question est comment faire scientifique. Pourquoi? Parce que le problème, me semble-t-il, c'est que le scientifique sur les sciences humaines, elle doit être sur les processus du vivant, et elle doit être processuelle. Donc elle doit pas être sur la forme que prend le processus, mais la manière dont le processus se déroule en acceptant qu'il va prendre des formes différentes. D'ailleurs, ce qui m'a passionné dans les sciences humaines,
Et là où j'étais très content, c'est quand l'éthologie est apparue. Parce que l'éthologie m'a semblé beaucoup plus pertinente, dans le sens où là, on observe les processus et les interactions. Et là, on est dans le vivant. Et c'est comme ça que progressivement, de hypnose, thérapie stratégique, mouvement alternatif, thérapie stratégique pour faire référence aux thérapies systémiques, j'en suis arrivé à construire et à développer la thérapie du lien et des mondes relationnels. Pourquoi ? Parce que pour moi, le concept de monde relationnel est indispensable. Ce qu'on va construire dans notre tête et qui va se condenser dans des schémas, des croyances, c'est au départ l'expression de monde relationnel. Et nous sommes en fait des activateurs et des créateurs de monde relationnel. Et pourquoi c'est important ? Parce que si on a ce concept-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je rencontre Julien et que Julien me rencontre, la première chose qui se rencontre et qui ne se voit pas, c'est de monde relationnel. S'ils matchent spontanément ensemble, on va dire « Ah, super !» Mais s'ils ne matchent pas, on va dire « Ah, je le sens pas celui-là ou celle-là ». Ce qui est important, c'est que l'expérience montre que nous sommes corporellement organisés pour l'être ensemble. Et que c'est à partir du moment où la rencontre vient dans l'unité, si je reprends la relation mère-nourrisson, c'est quand le nourrisson fusionne avec le corps du nourrisson fusionne avec le corps de la mère, que là, il fait l'expérience d'unité et qu'il peut défusionner. Dans la thérapie, c'est pareil. Dans l'hypnose, c'est pareil. C'est-à-dire que tout va se jouer à la fin, dans le processus de séparation. C'est-à-dire, je me sépare de la personne en emmenant de ce que l'expérience de thérapie m'a enrichi, ou l'expérience d'hypnose m'a enrichi, et qui va me permettre dans ma vie de pouvoir m'appuyer sur un tissu relationnel sain. En tout cas, plus sain. Le non-savoir qui permet la rencontre. Pour moi, le non-savoir, c'est le non-savoir dans le savoir. C'est-à-dire, c'est de mettre son savoir comme la bibliothèque en arrière-plan. C'est pas le non-savoir, je ne sais rien. L'humilité, la confiance inconditionnelle dans ce principe de vie qui dit, de toute façon, la vie va faire que d'une manière ou d'une autre, le processus va prendre forme. J'ai un dernier conseil. Quand on travaille avec les mondes traumatiques, le vécu de victime, c'est pas la position de victime. Parce que quelque part, en tant qu'être humain, cette souffrance, elle amène aussi une honte. Et que ce silence, il a aussi une autre fonction. C'est de protéger l'autre de la souffrance qui nous habite et qu'on sait ô combien elle est inacceptable. Et que c'est important de pouvoir respecter et accueillir ce silence pour que la porte puisse s'ouvrir et que l'écoute puisse se déployer. La rencontre dans ce cas-là est plus authentique. C'est-à-dire que pour qu'une thérapie fonctionne, en tout cas, même avec un psychotique ou une psychotique, pour que la thérapie fonctionne, ça nécessite qu'à un moment donné, c'est deux humains qui se rencontrent. Et là, il y a une expérience d'unité qui se fait. Tu vois, au départ, on va reprendre la systémique, on est dans la collection d'éléments. On dit, le tout est supérieur à la somme des parties. Mais le tout, c'est pas l'unité. Je vais prendre une métaphore, tu vas comprendre. Je mets des choux, des carottes, des navets, des pommes de terre. Le tout, je vais dire, c'est des légumes. Oui, mais l'unité, c'est la soupe. Ça passe par un moment où c'est l'expérience humaine qui est première. Dans sa pure authenticité. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'en fait, le travail de la thérapie, c'est de permettre que ça émerge. Parce qu'on peut pas le programmer, on ne pourra jamais le programmer. Donc c'est comment on déblaye en quelque sorte le terrain pour permettre que cette rencontre puisse se faire. Si on est dans la technique thérapeutique, on est dans la stratégie de résolution de problèmes, c'est là où je ferai la différence entre l'intervention thérapeutique et la psychothérapie. La psychothérapie, c'est comment dans le processus, on va permettre au processus d'aboutir à une rencontre dans l'authenticité, c'est-à-dire où il y a l'expérience d'unité. Comme deux personnes qui dansent ensemble, et à ce moment-là, elles font l'unité, c'est la musique qui est devant. Là, c'est l'échange qui est en premier. Et c'est ça qu'est l'expérience, pour moi, de mon point de vue fondatrice. Parce qu'à ce moment-là, je reprends confiance dans la relation humaine et je sais qu'il y a une écoute qui peut m'entendre. C'est avec un patient que j'ai suivi depuis l'âge de 17 ans et maintenant qu'en a 34. Donc ça fait 17 ans que il est dans un attachement désorganisé très important, avec des moments d'épisodes qui sont quasi psychotiques.
Tout a été essayé pendant ces 17 ans à côté. L'hospitalisation qui n'a jamais marché. Et aujourd'hui, au bout de 17 ans, la porte s'est ouverte. Il y a eu un événement particulièrement difficile, qui n'a pas été d'ailleurs qu'il a vécu lui, mais c'est sa compagne qui s'est trouvée dans cet événement-là. Et c'est comme si à ce moment-là, ça l'a amené à l'extrême de l'inacceptable. En fait, sa femme a été accusée de maltraitance sur son lieu de travail et mis à pied. Et c'était tellement inacceptable pour lui, pas que pour lui d'ailleurs, pour l'entourage aussi, y compris dans le village. Et à ce moment-là, l'échange a été tellement puissant qu'aujourd'hui, je peux vraiment dire que là, on est rentré dans une thérapie qui lui permet d'avoir activé le processus de réhumanisation. Et c'est un moment merveilleux, il n'y a pas d'autre mot, et extrêmement touchant. Donc c'est comme si j'avais été la ligne de continuité qui permettait d'être comme une colonne vertébrale, et qui lui a permis d'étayage dans sa vie. Et là, on est vraiment rentré dans le travail thérapeutique qui permet la bascule. Je crois qu'un des échecs qui m'a le plus appris, c'est avec une jeune patiente qui, pareil, avait une histoire de vie apocalyptique, maltraitance, abus, etc. Et il y avait quelque chose chez elle qui m'avait touché, en fait. J'étais rentré en résonance. Mon monde dogmatique était rentré en résonance avec le sien. Mais à l'époque, j'avais pas encore tout ce que je sais aujourd'hui. Donc, l'externalisation, ça m'était étranger. Et donc, je me suis mis, évidemment, spontanément en position de sauveur. Et en fait, au moment où je croyais que j'étais dans l'illusion qu'elle allait de mieux en mieux, Blum, elle a rechuté, elle m'a fermé la porte et elle allait voir quelqu'un d'autre. Et là, je suis retrouvé avec un espèce de vide gigantesque, un sentiment d'impuissance massive et un effet d'effondrement, comme si ce que les anciens connaissaient, ils appelaient ça le choc en retour. Eh bien, jusqu'à une époque pas si lointaine, j'aurais répondu à ta question en voulant modifier des choses de mon histoire passée. Et probablement que dans une première étape de ma vie, j'aurais voulu changer la famille, réussir à la sauver. J'y ai passé plus de 50 ans quand même, pour comprendre que de l'intérieur, on ne peut rien changer. Même pire, tu vois, c'est qu'en essayant de changer de l'intérieur, tu peux être perçu comme faisant des choses maltraitantes. Parce qu'en fait, tu crées du déséquilibre. Dans une deuxième partie de ma vie, j'aurais changé le scénario beaucoup plus tôt. Et je serais remonté à la génération de mes arrière-grands-parents. Puisque c'est là où tout a commencé. Puisque c'est là où ça s'est effondré. Aujourd'hui, je ne changerai rien. Ce qui est au centre de la TLMR, c'est que le changement, c'est la vie qui s'en occupe. Nous, notre changement, c'est de prendre position. Ce qui se décline dans la thérapie se décline dans la formation. Et demain, à travers l'Institut, se décline dans l'entreprise. C'est de remettre la dimension humaine et relationnelle au cœur du processus. Et la question du sens, car ce qui nous singularise comme être humain, c'est que nous sommes des êtres de sens. Et dans cette aventure, aujourd'hui, il y a 30 formateurs à l'Institut. Et ce qui est important pour moi, c'est que des formateurs qui viennent d'histoires, de professions différentes. Ça a toujours été, pour moi, quelque chose d'essentiel partout où je suis passé, y compris les 15 ans qui m'ont servi de laboratoire en IME, avec des enfants qui avaient des problèmes de retard mental léger. C'est là où j'ai vu l'importance du perceptif, c'est là où j'ai vu l'importance du corps, c'est là où j'ai vu l'importance que pour que les enfants se développent, ça nécessite que l'institution soit une institution sécure dans laquelle les adultes puissent servir de modèle. C'est-à-dire, on peut être en désaccord, mais pas dans la rupture. C'est que le problème du monde traumatique, c'est que les gens ils meurent, mais le monde traumatique il continue à exister à travers les générations. Tout ce que je fais, c'est de mettre ma petite pierre pour influer le cours de l'histoire de telle sorte. Maintenant que mes parents sont décédés et enterrés, le problème, c'est qu'il faudra qu'ils soient enterrés aussi. Et qu'en tout cas, une autre direction puisse être ouverte. Et si je fais l'analogie avec le monde d'aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile de ne pas percevoir que le monde qu'on a construit a quand même une sacrée dimension traumatogène. Que nombre d'enfants décrochent parce qu'ils ne sont plus OK avec ce monde-là.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet échange. L'Institut du docteur Éric Bardot, Mimetis, organise un grand congrès fin mai début juin à La Baule. Je vous mettrai un lien dans la description si jamais vous souhaitez vous renseigner et vous inscrire. Si vous y allez, on s'y croisera probablement, donc n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse avoir un petit moment d'échange, ça me fera vraiment très plaisir. Et en attendant avec impatience sinon de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.